À la une ce soir, le président de l'Agence française de développement en visite en Martinique. L'AFD a financé le plateau technique du CHU. Il était question aujourd'hui de valider l'intérêt de l'investissement. Rémi Rioux a donc fait le tour des nouveaux équipements. J-4 avant le coup d'envoi de la 33e édition du Tour des Yolons de Martinique. L'heure est à la mise en beauté pour suivre les étapes. C'est donc le rush dans les instituts d'épilation pour les dames. Le PNRM propose de nombreux ateliers pendant ses grandes vacances. Le rendez-vous du jour était fixé au domaine de l'Émeraude, au Morne Rouge. Près de 100 participants ont répondu présents. Et puis la programmation des nuits culturelles de Rivière-Pilote se poursuit. Le jeune public a été convié cet après-midi à assister à une pièce de théâtre écrite par Suzy Sanga. Le rendez-vous était fixé au marché couvert de la commune. Enfin, le président de la Fédération des Yoles-Rondes de Martinique, vous le voyez, est notre invité ce soir. Nous parlerons avec Alain Didet de toute la programmation de cette 33e édition. Bonsoir à tous et bienvenue dans cette édition que vous pouvez suivre en direct sur Facebook. Le président de l'Agence française de développement est actuellement en visite en Martinique. C'est son organisme qui a financé le nouveau plateau technique du CHU de la Ménard à hauteur de 32 millions d'euros. Et il était question aujourd'hui de valider l'intérêt d'un tel investissement. Rémi Rioux a donc visité les différents services de l'hôpital et a pu découvrir tous les équipements de pointe acquis en partie grâce à son financement. Voyez sa réaction face à la caméra d'Anaïs Gall. J'ai constaté la qualité de l'équipement, à la fois sa qualité respect des normes sismiques, c'est très important en cas de catastrophe, et puis le plateau technique lui-même, l'imagerie médicale, la concentration des salles d'opération, je crois, permet d'apporter un service de grande qualité aux populations martiniquaises et au-delà. Je pense que l'idée, c'est bien de faire un centre de référence qui pourra servir à l'ensemble de la Caraïbe. On est à la pointe, même par rapport à des établissements de métropole que je peux connaître. Donc il faut vraiment avoir conscience de cet effort financier qui a été accompli, de la qualité des équipes. Et puis maintenant, il faut rentrer à pleine puissance parce que l'ouverture a eu lieu en janvier. Il y a une phase de rodage, je crois, qui prend à peu près une année. Et donc l'équipement va être encore plus utilisé dans les prochains mois et c'est tant mieux. Autre hôpital, autre visite, une délégation de la CTM s'est rendue ce matin dans les différentes structures du centre hospitalier Maurice Despinois, notamment à Balata. Une visite de terrain qui visait à mieux cerner les problématiques propres au site. La vétusté des bâtiments a été abordée. Il s'agira par la suite d'envisager une réhabilitation du site, mais à long terme, l'hôpital devrait être délocalisé. Voyez les précisions du conseiller exécutif en charge des affaires sociales, de la santé et solidarité qui s'exprime face à la caméra de Sandrine Claude. On l'a vu en faisant cette visite, mais on le savait déjà, le caractère indigne des locaux qui accueillent à la fois les travailleurs, mais surtout les personnes, les patients qui sont là pour être soignés et pour lesquels les familles attendent une prise en charge correcte. C'est vrai qu'il y a Mangouvulse, mais il y a encore pas mal de patients ici, à ce qu'on appelle anciennement Colson. Et je crois qu'il était important de venir, de voir, d'écouter les syndicats, parce que nous avons eu plusieurs réunions les mois précédents, depuis 2016, avec les syndicats, avec la directrice de l'établissement, de sorte que nous puissions voir ce qu'il convient de faire. Une véritable prise en charge de ces personnes, un véritable accompagnement. Et c'est toute la question de la psychiatrie qu'il faut revoir. Et la CTM, est dans le cadre de ses responsabilités, des limites aussi qu'elle a, et essaie d'accompagner en écoutant les acteurs. Mais nous pensons que nous faisons œuvre utile parce que la Martinique a besoin d'une révision de ce qu'il convient de faire en matière de psychiatrie et d'accompagnement des personnes. La première étape du Tour des Yolles-Rondes approche à grands pas. Dans 4 jours, vous serez nombreux à prendre la mer ou à fréquenter les plages vêtues de vos plus beaux maillots de bain. Alors pour être au top, certains, ou plutôt certaines, commencent déjà à se mettre en beauté. Les instituts sont bondés. C'est d'ailleurs le rush pour se faire épiler et être parfaite en bikini. C'est la suite de notre série consacrée au Tour des Yolles et c'est signé Anaïs Gall. Merci, je vous laisse vous installer. D'accord. Morane tient à se faire jolie en prévision du Tour des Yolles. Malgré l'affluence ces jours-ci, elle a réussi à trouver un créneau dans cet institut pour une épilation des aisselles et du maillot. D'abord, on se fait joli pour nous. Mais ensuite, comme le Tour des Yolles, c'est quelque chose qu'on aime, c'est comme une évidence en fait. Surtout le maillot, parce que c'est le bikini qu'on regarde sur les plages. Ici, la salle est comble depuis tout l'après-midi. Les esthéticiennes se préparent. La fin de semaine va être chargée.
On fonctionne avec ou sans rendez-vous, donc c'est-à-dire que lorsque c'est sans rendez-vous, les clientes viennent et font leur ticket et patientent. Donc oui, il y a beaucoup d'attentes, énormément ces temps-ci, mais on arrive à gérer. Dans cet autre institut, Alice profite d'un moment de calme pour s'occuper d'une cliente. Pour elle, ce sera le forfait intégral. Madame va faire le maillot intégral, les aisselles, lèvres et sourcils, ainsi que les jambes entières. Donc c'est à peu près une épilation qui prend 10 minutes. Aujourd'hui, le planning est assez léger, mais le rush est surtout prévu ce week-end. Les rendez-vous sont presque tous consacrés à des séances d'épilation. En général, les clientes demandent beaucoup le maillot intégral, les jambes entières, les sourcils, pour être parfaites pour le tour des halls. Nous recevons des hommes comme des femmes, des adolescentes. Alors la tranche d'âge est de 13 ans, de 13 jusqu'à 75 ans. Jambes entières, cuisses, maillot simple ou échancré, chacun sa formule pour être au top pendant le tour. Et justement, pour tout savoir sur l'organisation de cette 33e édition, nous recevons ce soir le président de la Fédération des Yoles Rondes, Alain Dédé. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, le parcours de cette année est sensiblement le même que celui de l'an dernier, avec les mêmes villes et étapes, sauf que le Robert est de retour et le fameux passage de la passe de l'écurie, si je ne me trompe. Alors, est-ce que c'était une demande des coursiers, du public? Comment vous avez pris cette décision? Non, tout simplement parce que l'année dernière, nous avons fait 2 étapes, 3 étapes dans la ville de Fort-de-France. Le prologue, l'arrivée du samedi et également le dimanche. Et cette année, nous avons voulu faire simplement 2 étapes dans cette ville, c'est-à-dire le dimanche du départ, le dimanche de l'arrivée. Donc il fallait mettre une étape supplémentaire. Donc nous avions le choix entre une étape au Marin, une au François, une au Robert. Nous avons fait le choix de revenir au Robert et de repasser par la passe des écuries sur l'étape qui nous conduira à Trinité. Alors, autre chose qui change par rapport à l'an dernier, c'est l'arrivée au Marin, qui ne se fera pas au large comme l'an dernier. Absolument, c'est exceptionnel d'ailleurs l'année dernière de programmer cette étape à peu près à 500 mètres de la ligne d'arrivée. C'était dû justement au mouillage dans cette baie. Bon, tout le travail a été fait par la direction de la mer et les bouées ont été posées, ce qui fait que la baie est beaucoup plus dégagée et nous permettra de remettre la ligne d'arrivée comme à l'accoutumée à peu près à 100 mètres de la plage. Alors, je vais juste rappeler les étapes. Alors, le prologue, ça sera Fort-de-France. Lundi, c'est Fort-de-France-Anse-d'Arlay. Mardi, Anse-d'Arlay, Marin. Mercredi, Marin, Vauclin. Jeudi, Vauclin, Robert. Vendredi, Robert, Trinité. Et samedi, Trinité, Saint-Pierre. Et dimanche, Saint-Pierre, Fort-de-France. Alors, 16 embarcations seront au départ ce dimanche à Fort-de-France pour le prologue. Il reste une qui n'a pas trouvé de sponsor à ce jour, c'est celle de Sainte-Anne. Alors, qui dit pas de sponsor, dit pas d'argent. Alors, est-ce qu'il y aura une petite tolérance pour cette embarcation, puisque pas d'argent dit moins de moyens, logiquement? Non, il n'y a pas de tolérance, on est en compétition. Donc, la compétition va se dérouler, cette yole est alignée comme les autres. Bien sûr, au niveau de l'association, bon, ils ont sûrement quelques difficultés justement pour pouvoir résoudre tout ce qu'il y a autour de l'organisation. Il faut savoir qu'il y a quand même du transport, il y a de la restauration, il y a des massages, il y a de l'entretien, il y a le matériel. Donc tout cela coûte énormément. Et sans argent, ils seront obligés de rentrer à chaque fois à Sainte-Anne et faire l'aller-retour. Non, toutes les yoles, quasiment 60% de la flottille rentre le soir à leur base. Bon, maintenant, il y a certaines qui arrivent à trouver des partenaires pour les aider justement à avoir une semaine, soit à l'hôtel, soit dans des conditions où ils peuvent se rassembler pour mieux préparer l'étape du lendemain. Alors, parlons de l'organisation côté pratique pour les supporters maintenant. Alors, il y a 8 arrivées dans 7 villes différentes, on l'a dit. Donc, il y a les arrivées pour le prologue et l'arrivée, ça sera à Fort-de-France pour la finale. Alors, pour des raisons de sécurité, les accès aux plages sont réglementés. Est-ce qu'il y a un dispositif commun à chaque commune ou c'est l'organisation, où chaque maire peut décider de l'organisation? Non, l'organisation, bien sûr, dépend de la ville. Mais toujours est-il, la baignade est strictement interdite. Et puis, il y a une réglementation sur l'eau, puisque nous avons une organisation qui consiste d'abord à protéger la compétition, à protéger les yoleurs, et à permettre à nos partenaires qui sont
avec nous d'être le plus près possible de la compétition et aussi à réglementer le très nombreux publics qui nous sont en mer. Mais à côté de cela, bon, nous avons bien sûr tous les services de l'État qui nous aident et puis toute une organisation que nous avons mis en place avec plus d'une 60aine de bateaux de marins-pêcheurs qui nous permet de réguler la flottille. Je rappelle que c'est quand même une compétition de très haut niveau qui est suivie par des millions de gens sur tous les réseaux et par beaucoup de Martiniquais. Donc tout doit se dérouler à la perfection. Ça fait 33 ans que nous le faisons, ça s'est toujours bien passé. Il n'y a aucune raison que ça passe mal cette année. Alors, plein de nouveautés sur les fameux villages qui accueillent les supporters dans les villes-étapes. Alors, notamment, il y aura la fameuse Miss Yole. Quelles seront ces missions? Alors, non, il n'y a pas de mission particulière. C'est surtout sur le podium à l'arrivée que nous allons revoir toutes ces misses qui vont venir lors de la remise des récompenses des équipages. Mais dans ce village, il y a pas mal de choses intéressantes. Il y a surtout beaucoup de petites nouveautés qui vont permettre aux gens justement d'être tout près du public, de découvrir. Nous avons par exemple le tatouage particulier qu'on a mis en place, tatouage éphémère, où chacun pourra avoir sur son visage, sur son front, justement la couleur de sa yole fétiche. Donc c'est une relation particulière que nous mettons. Et puis nous avons également ce que nous appelons la boutique, avec beaucoup de produits dérivés créés par la Fédération des Yolerons, justement pour ce très large public. Et puis beaucoup de choses, un podium avec beaucoup d'artistes et surtout beaucoup de partenaires qui vont venir présenter des choses à ce très nombreux public qui nous suit depuis de nombreuses années. Il y aura également une application smartphone pour montrer qu'on supporte telle embarcation et montrer qu'on est sur les étapes. Alors, autre nouveauté cette année, des étudiants questionneront les touristes et les supporters pour évaluer les retombées économiques du Tour. Nous l'avons vu hier soir dans notre édition le journal d'hier soir. Alors, à quoi serviront ces enquêtes? Alors, dans un premier temps, cette enquête permet à nos étudiants, justement, d'être sur le terrain et de mettre en pratique ce qu'ils apprennent à l'université. Et également pour nous, nous avons besoin de savoir exactement, par rapport à l'investissement qui est fait dans chaque ville et sur cette manifestation, quelles sont les retombées exactes dans l'économie de la Martinique, dans les différents pans de cette économie. Mais une fois qu'on sait quelles sont les retombées, qu'est-ce qu'on en fait? Eh bien, qu'est-ce qu'on en fait? Ça nous permettra déjà, pour nous, d'avoir une meilleure organisation, de savoir sur quel secteur il va falloir augmenter les différentes actions. Et puis, souvent, nous avons coutume de dire, bon, c'est un investissement de millions d'euros pour faire cette manifestation, mais ça rapporte 50 millions dans l'économie. Eh bien, peut-être que ce chiffre, ce sera le double. Et peut-être que ça servira, et nous sommes certains que ça servira justement à tous nos décideurs de comprendre l'importance de cette manifestation. C'est très beau, mais ça demande beaucoup de travail, beaucoup d'énergie et également un savoir-faire que nous avons, mais nous avons besoin de l'appui, non seulement du secteur privé, mais également du secteur public. Et quand on a des chiffres sur la table, c'est beaucoup plus facile à expliquer, à discuter et surtout à se faire comprendre. Très bien, merci à vous d'avoir répondu à nos questions. Et puis on rappelle que le coup d'envoi, c'est ce dimanche à Fort-de-France pour le prologue. Tout à fait. Merci à vous. Et nous continuons à parler sport avec deux mots de volley-ball. En bref, la sélection féminine de la Martinique est actuellement en déplacement à la Jamaïque dans le cadre du 3e tour qualificatif pour les championnats du monde. Leur premier match s'est déroulé cet après-midi et elles ont gagné 3-7-0 face à la sélection des Bahamas. Leur prochain match est prévu demain à 14h et elles affronteront la sélection de la Guadeloupe. Et nous poursuivons avec le club UNESCO de Martinique qui a présenté à la presse ce matin sa nouvelle ambassadrice junior. Elle s'appelle Tessa Louis, elle a 12 ans et elle devra représenter notre île au sein de l'organisation. Elle a présenté ses ambitions ce matin à la Maison des associations de Trinité. Elle s'exprime face à la caméra de Guy Raphaël Renier. Ma mission sera d'être un référent pour tous les jeunes, exemple de moralité, de respect et de solidarité, de travailler pour qu'il y ait plus de paix et de solidarité dans le monde. J'aurai des références. C'est la charte des clubs UNESCO qui précise que les guerres prenant naissance dans l'esprit des hommes, c'est dans l'esprit des hommes que doivent être élevées les défenses de la paix. Pour 2017, nous avons un projet pour un voyage en France, pour le rassemblement des clubs UNESCO d'Europe. La mission de notre club UNESCO, c'est de former des jeunes, les jeunes citoyens de demain. Nous avons des ateliers de formation citoyenne où les jeunes ont la possibilité de discuter sur toutes les valeurs, et jusqu'à l'environnement quand même, puisqu'on défend aussi l'environnement. Donc, il y a déjà toutes les valeurs et morales universelles. En plus de ces valeurs-là, nous défendons aussi le côté durable,
c'est-à-dire le côté du développement durable. Restez avec nous à suivre dans un instant. Nous parlerons de la ville de Cayenne qui se tourne vers la vidéo-verbalisation. Les 80 caméras de surveillance déjà installées servent désormais à pénaliser les infractions routières. Nous irons également en Guadeloupe où la Maison de la Mangrove a organisé une manifestation dans le cadre de la Journée internationale de la mangrove. La structure a présenté au grand public toutes les spécificités de cet écosystème. Et puis, dans notre JT des communes, nous retournerons au jardin partagé de Trenel qui rythme la vie des habitants du quartier de Fort-de-France. Place à l'actualité des régions et direction la Guyane qui se tourne vers la vidéo-verbalisation. Depuis 2012, la ville de Cayenne est dotée de 80 caméras de surveillance, mais les outils évolueront dans leurs fonctions et serviront désormais au renfort de la verbalisation routière. C'est un reportage d'Yvan Lemar. C'est ici, dans ce centre de supervision urbain, équipé d'une dizaine d'écrans, que des policiers municipaux spécialement formés visionnent les images des différentes caméras placées dans Cayenne. Alors chaque caméra, lors de sa mise en place, a fait l'objet d'études. C'est-à-dire qu'il a fallu avoir une concertation avec les forces de sécurité publique pour déterminer quel est l'emplacement, je dirais, le plus stratégique pour que ces caméras puissent dissuader et surtout essayer d'identifier les auteurs de vol et de délits. Mis en place depuis 2012 pour lutter contre la délinquance, ce dispositif permet désormais de verbaliser aussi les infractions routières. Ces agents sont habilités à sermonter, ils vont relever l'infraction et ils ont un terminal numérique où ils vont enregistrer l'infraction, ils vont relever bien sûr la plaque d'immatriculation et tout cela sera transmis à Rennes au terminal et par la suite le contrevenant va recevoir un avis d'amende. Ce dispositif de vidéosurveillance reste soumis à un cadre juridique précis. Le système de vidéoprotection et même le système de vidéoverbalisation respecte des règles. C'est-à-dire les règles de la vie privée automatiquement sont protégées. Hein. Donc là, il n'y a aucun souci dessus. Par contre, concernant les infractions, la vidéoverbalisation va se contenter simplement de relever les plaques d'immatriculation. Et si c'est un véhicule ou un booster ou autre, ce véhicule-là sera au niveau de l'image enregistrée et ces éléments-là seront à la charge justement du contrevenant. Donc en cas de contestation, comme toute infraction, l'administré, enfin en tout cas le contrevenant, pourra saisir les autorités compétentes pour faire une réclamation et si cet administré estime qu'il c'est pas lui qui a fait l'infraction ou autre, en tout cas il fera qu'il démente que ce n'est pas lui. En tout cas les images seront là pour prouver l'existence de l'infraction. Aujourd'hui, 80 caméras sont disposées au centre-ville et en périphérie de Cayenne. L'installation de caméras supplémentaires aux entrées et dans les grands carrefours de la ville est déjà prévue. Aujourd'hui, c'est la journée internationale des mangroves. L'occasion pour la Maison de la Mangrove de la Guadeloupe, située aux Abîmes, d'organiser une manifestation de grande ampleur. Il s'agissait pour la structure de présenter au grand public toutes les spécificités de cet écosystème. Voyez ce reportage d'Isabelle Amo. Promouvoir l'écosystème, c'est l'idée de cette grande journée porte ouverte à Taonaba, la maison de la mangrove. C'est vrai que jusqu'à présent, la mangrove avait plutôt un aspect, quand on parle mangrove, on voit un lieu un peu sombre, avec beaucoup de moustiques, de maladies. En fait, on veut effacer cette image qu'ont les gens de la mangrove, parce que ce n'est pas du tout la réalité. Donc cet écosystème est particulièrement important. Déjà, il forme une barrière physique. Donc on dit que c'est une forêt tropicale qui a les pieds dans l'eau, qui forme une barrière entre la terre et la mer. Donc on sait que lors de grandes catastrophes comme de tsunamis ou même lorsqu'une houle est assez forte, la mangrove est là pour protéger justement la terre. Elle protège également de l'érosion, donc avec ses palétuviers caractéristiques, avec leurs racines, ils vont venir stabiliser le sol, donc ça va permettre de lutter contre cette érosion. Ça va également jouer un rôle contre les pollutions. On a remarqué que les palétuviers étaient capables de capter certains métaux lourds, hydrocarbures, donc qui venaient de la terre. Et donc ça permet, cette barrière, de limiter les polluants qui vont dans l'eau. Taonaba, ce site écotouristique séduit le public par sa riche biodiversité. C'est un site sur lequel on peut accéder facilement en promenade, en découverte, faire du sport comme le yoga et on peut également faire une balade. Donc c'est
Ce sont toutes ces particularités qui sont diverses, qui font que ce site reste un site exceptionnel. Qu'est-ce qu'une mangrove et comment la protéger? Les réponses à ces questions se trouvaient aussi au travers d'animations pédagogiques et ludiques. De retour en Martinique avec le PNRM qui propose de nombreuses activités pendant ces grandes vacances. Excursions, randonnées pédestres, balades nautiques ou en calèche. Bref, il y en a pour tous les goûts et tous les âges. Aujourd'hui, le rendez-vous était fixé au domaine de l'Émeraude, au Morne Rouge, et ils étaient près de 100 à avoir répondu présent. Reportage de Sandrine Claude. Voilà, faut pas les chercher comme ça du tout. Faut pas les chercher vers l'arrière, tes mains restent ici et c'est le pouce qui va ramener pour toi le tissu, tu vois. Un exercice plutôt technique pour Elodie qui s'essaie au mari-tête pour la toute première fois. L'engouement, lui, est en tout cas bien là. Oui, c'est pas si évident que ça, mais je vais y arriver, parce que j'ai un bon professeur apparemment. Ici en Martinique, je pense que c'est plutôt lié à un retour un peu à ce que nous sommes, à notre identité, et donc tout ce qui est à nous, en fait, revient entre guillemets à la mode, parce que je ne pense pas que ce soit un effet de mode, mais c'est plutôt une prise de conscience. Il y a des techniques en effet qu'on a déjà naturellement, mais le fait de venir à un atelier, ça permet non seulement de corriger certaines choses qu'on ne comprenait pas à la maison, mais en plus de rajouter d'autres modèles à ce qu'on a déjà. Donc c'est toujours un plus. L'atelier de musique permet, lui, à petits comme grands, de composer ensemble. Beaucoup viennent surtout partager un moment en famille. Avec les enfants, c'est beaucoup plus intéressant, donc c'est pour ça que je suis venue. Ça change de la plage aussi, voilà, c'est différent. C'est vraiment agréable et j'incite les gens à venir parce que ça change du centre. Il y a beaucoup de pollution et ici, l'air, il est vraiment frais. Les autres ateliers sont tout autant appréciés. Celui de gravure sur calebasse ne désemplit pas, car pour les nouvelles générations, la pratique est peu habituelle. On a gravé sur des calebasses, on a fait des dessins. C'est un petit peu original, ça change un petit peu des activités qu'on peut faire comme la mer, même si on adore ça. Nos grands-parents mangeaient dans des couilles, ce qu'on appelait des couilles. Et pouvoir faire une gravure sur ce fruit, ça représente quelque chose de très fort pour moi. À travers cette manifestation, la volonté du parc naturel de Martinique est d'allier patrimoine naturel et culturel. L'objectif, donc, c'est de sensibiliser, faire découvrir, informer, éduquer la population sur des techniques artisanales, culturelles, à travers différents ateliers comme l'origami, apprendre à matcher avec palais créole, l'art floral, la sculpture. Voilà, un certain nombre d'activités pour sensibiliser notre population sur ces savoir-faire de nos artisans. Le domaine d'Émeraude donne de nouveaux rendez-vous mercredi prochain en public dans son cadre verdoyant, dépaysement et retour aux sources garantis. Place à la culture maintenant avec la 28e édition des Nuits culturelles de Rivière-Pilote qui a commencé depuis le 21 juillet dernier. Le jeune public avait rendez-vous cet après-midi au marché couvert du Bourg avec la compagnie Sigiri qui a présenté une pièce de théâtre intitulée « Une journée pas comme les autres ». Guy Raphaël René y a assisté. Regardez. Mantine est une agricultrice qui cultive son jardin selon les règles de la tradition. Bien sûr, monsieur le préfet, ce sera un dîner du Tour des Yoles fondamentalement local. Madame Boutou, c'est la bourgeoise qui aime organiser des festins pour les notables, mais à base de produits du terroir. Un beau jour, monsieur Kayali, le facteur du village, ramène une lettre à Mantine d'après laquelle elle n'a plus le droit d'utiliser du fumier, mais plutôt l'engrais de la nouvelle usine qui vient de s'installer. Elle est donc assignée en justice. En quelques mots, voici l'intrigue qui a captivé les enfants et leurs parents. Elle jardinait et l'oiseau est arrivé. Et puis il a donné une carte à la dame. Et puis après la dame est arrivée. Et puis ils ont commencé à se disputer. La lapin a volé les carottes. Et puis après, il avait l'oiseau. Et la dame était toute rouge. Et aussi le cochon. Il y a vraiment un parallèle entre ce que nous mangeons, la musique et les personnages. C'était vraiment super. Une pièce de la compagnie Sigiri écrite et mise en scène par Suzy Singa qui a voulu transmettre certaines valeurs aux plus petits.
Tout le monde parle de bio, de jardin créole, alors que là, bon, nous sommes dans la décréolisation. Et ce qu'on entend surtout dire, c'est allons faire revivre toutes ces traditions que nous avions avant et qui sont en train de partir en perdition, loin de cette mondialisation. Donc cette pièce-là, c'est ça que ça voulait dire. Prends garde et puis manger local, consommer produits PIA. Bonjour Mamaïla. Mais oui, c'est moi qu'on paie la peine. Depuis 3 ans, la programmation des nuits culturelles prévoit au moins un rendez-vous en journée pour le jeune public, avec des thèmes bien choisis pour susciter la réflexion. De façon à ce qu'ils comprennent les choses de la vie. Aujourd'hui, ça a été tout ce qui était utilisation des pesticides, engrais dans l'agriculture. Je pense qu'ils vont tirer une leçon et faire un rapport à leurs parents. Le programme des nuits culturelles a débuté le 21 juillet dernier et se poursuit jusqu'au 4 août avec notamment la nuit de la parole ce vendredi 28 avec Bois Corée et Parole en jazz d'Alain Jean-Marie. C'est le moment du coup de projecteur sur vos quartiers. Place à notre JT des communes. Un JT des communes qui commence avec quelques informations pratiques. Des travaux d'enrobés sur la RN1 au quartier Mansarde au Robert sont programmés cette nuit de 21h à 5h du matin. Une déviation sera mise en place par le bourg du Robert dans le sens Lamentin-Trinité. L'itinéraire de déviation sera balisé. Une signalisation particulière sera mise en place. Information pour ceux qui souhaitent faire un don de sang demain. Un camion de l'EFS sera stationné de 9h à 14h sur le parking du centre commercial Le Rond-Point. Comme chaque jour ouvré, une équipe sera également à votre disposition de 9h à 16h à la maison du don au CHU Pierre Zobda-Kittmann au quartier La Ménard à Fort-de-France. Et puisque nous parlons de Fort-de-France, direction le quartier Trenel où un jardin rythme le quotidien des habitants. Il s'agit d'un potager urbain partagé, c'est-à-dire que tous les riverains sont invités à participer à son développement. Hubert Bornil et Frédéric Mazy s'étaient rendus sur place en avril dernier. Je vous propose de revoir le reportage. Regarde. Le soleil n'est pas trop haut dans le ciel, c'est la bonne heure pour jardiner. Justement, l'idée du jardin partagé, c'est tout cela. C'est emmener les gens à venir ici, cultiver, s'exercer, apprendre. Tout cela dans un cadre familial et sympathique finalement. Et puis ici, on peut trouver toutes sortes de plantes médicinales, carottes, aubergines, tomates. Tout ça fait par les gens du quartier. Le quartier Trenel, souvent comparé à une favela, donne ici la réplique en découvrant son jardin partagé. Ironie de l'histoire, l'une des chevilles ouvrières du projet est justement un Brésilien installé depuis 10 ans dans le quartier. On utilise les jardins, c'est juste l'outil nécessaire qu'on va utiliser pour rassembler les gens, pour discuter, pour unifier les différentes personnes. Ici, on a des Martiniquais, on a des Chiliens, on a des Français, on a des gens de Saint-Martin. Je suis brésilien. L'autre visage du jardin, c'est Gaël. Avec son association, il a pu profiter de la transmission. Là-bas, ça se fait aussi dans les favelas. Tout qu'on va pousser, et puis la pluie, des fois, lave. Et puis café, les... Ils ont marché là-dedans. On reçoit de la paille qu'on laisse décomposer pour avoir du théo. Un compost, on va dire. On fait un trou. On passe des tronçons de bois. On passe la paille par-dessus, on met un peu de terre, on remet un peu de paille, on remet un peu de terre, et puis après le carreau justement est prêt à l'emploi. Avant, cet espace situé tout en haut de la falaise était une carrière abandonnée. Avec le temps, des carcasses de véhicules avaient pris place. On a reconstruit le sol ici. Regarde. Ah non, Regarde. Et encore avec 10 cm, on peut reconstruire le sol. Tu peux appuyer comme tu veux, la terre elle revient. Il a donc fallu un gros effort pour ces jeunes afin d'en faire un jardin. Une démarche fortement appréciée dans le quartier. C'était pas comme ça au départ, c'était du tout pas comme ça. Il y avait des lianes, c'était couvert de lianes et de cochonneries, des casseroles, des voitures. Quel que soit, on a même trouvé un train sous le en dessous. Hein? Et puis maintenant, il y a eu un changement, peut-être 2 ans, bien un an après. Un an. Merci monsieur. Regardez-moi le changement, s'il vous plaît. S'il vous plaît, regardez. Et puis on n'a pas de manger au pays. Regardez-moi ça, monsieur, s'il vous plaît. Hein? C'est pas beau là, c'est pas beau ça, le pays. Hein? En France, ils le font sous le toit des immeubles. Regardez-moi ça. Nous, on pisse sous notre terre. C'est pas beau ça, regardez, voilà. Bilavia. Bilavia.
Alors ce qui est magnifique, c'est qu'on est en pleine ville de Fort-de-France. On penserait se trouver quelque part en commune. Non, 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 on est là à Trenel, Citron. Et puis l'idée, c'est qu'après avoir travaillé, chacun peut emporter un peu le fruit de son labeur. C'est ça, hein? C'est l'idée. Merci, je dois à ça. Hein? Parfait. À bientôt. Hein? Merci. À bientôt. Et c'est ainsi que s'achève ce journal local et régional. Avant de vous quitter, je vous rappelle les titres qui ont été développés ce soir. Le président de l'Agence française de développement en visite en Martinique. L'AFD a financé le plateau technique du CHU et il était question aujourd'hui de valider l'intérêt de l'investissement. Rémi Rioux a donc fait le tour des nouveaux équipements. J-4 avant le coup d'envoi de la 33e édition du Tour des Yoles rondes de Martinique. L'heure est à la mise en beauté pour suivre les étapes. C'est donc le rush dans les instituts d'épilation pour dames. Le PNRM propose de nombreux ateliers pendant ces grandes vacances. Le rendez-vous du jour était fixé au domaine de l'Émeraude, au Morne Rouge. Près de 100 participants ont répondu présents. Et puis la programmation des nuits culturelles de Rivière-Pilote se poursuit. Le jeune public a été convié cet après-midi à assister à une pièce de théâtre écrite par Suzy Sanga. Le rendez-vous était fixé au marché couvert de la commune. Restez sur ATV, la suite de vos programmes. Retrouvez dans un instant la rediffusion de l'émission Destin d'Outre-mer avec le portrait de Samuel atteint d'une leucémie. Il vit chaque instant comme si c'était le dernier et tente de profiter jusqu'au bout de sa famille. Je risque de mourir bientôt, c'est à retrouver à 19h40. 2 épisodes de la série Jane the Virgin vous seront proposés à partir de 20h. Quant à moi, je vous retrouve avec plaisir demain soir dès 18h50 pour les titres. Passez une bonne soirée avec le programme et à demain.